Alors, je vais présenter, comment dire, Christian Flavigny, qui est psychanalyste et pédopsychiatre, et qui a beaucoup publié, et dans les publications récentes, notamment Aider les enfants transgenres contre l'américanisation des soins, La querelle du genre, L'infantile, l'enfantin, les destins de la filiation, et Si ma femme était mon père, Les nouvelles familles gamètes, voilà, etc., etc. Docteur, je vous laisse la parole. Voilà, merci de m'accueillir. Alors, voilà, dysphorie de genre. Dysphorie de genre, c'est le mot, voilà, c'est le mot qui circule en ce moment. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la traduction française du mot américain gender dysphory, avec ce problème que, en traduisant le mot, on fait aussi venir la notion américaine avec. Et c'est de là que vient le problème que je vais vous expliquer. Car, quelle est la notion américaine, quelle est la conception américaine? La culture américaine est très forte pour désigner. Elle sait faire des catalogues de problématiques, LGBT, gender fluid. Ça, elle est très forte pour cela. Mais elle ne sait pas expliquer ce qui se passe pour les jeunes concernés. L'explication, quand on essaye de pousser un peu la discussion, c'est « Ah, ben la nature s'est trompée, elle a mis une âme de garçon dans un corps de fille. » Vous voyez le niveau d'élaboration scientifique de l'affaire. Et quand on essaye de pousser un peu la discussion avec des professionnels, on dit « Écoute, quand même, bon, on ne peut pas en rester à ça, ça c'est le discours des militants. » Ah, on va faire des recherches, voilà, alors on va faire des statistiques, voilà. Ça, c'est la méthode américaine, avec la méthode américaine qui est de mettre des mots bien sophistiqués, de préférence avec des consonances grecques, pour faire scientifique. Alors on a eu droit à tout, hyperkinesis, dysphorie. Évidemment, ça sonne sérieux. Je ne dirais pas que ça ne l'est pas, mais c'est dans l'incompréhension de ce qui se passe pour les jeunes. Et je vais vous expliquer tout à l'heure ce qui se passe pour les jeunes. Mais c'est ce qui fait que je demande qu'on ne parle des affaires de genre, dysphorie de genre, transgenre, en France, que soit avec des guillemets à l'écrit, et vous noterez que le titre de mon livre, Aider les enfants transgenres, entre guillemets, soit que l'on dise à l'oral, les enfants dits transgenres, de façon à bien faire comprendre qu'il s'agit de la conception américaine dont je vais montrer que la culture française ne la partage pas. Un mot de ce qui explique, parce qu'il faut quand même expliquer pourquoi, je dirais, ce qui fait cette incompréhension de la culture américaine. Parce qu'il y a une certaine immaturité psychologique de la culture américaine, qui a des tas de richesses sûrement par ailleurs, mais sur le plan de la culture psychologique, il y a quelque chose d'assez, oui, disons, d'assez immature, également d'assez prétentieux, car finalement, ne comprenant pas ce qui se passe pour les jeunes, eh bien, on invente un monde imaginaire, un monde de l'utopie, au sens propre du terme, qui est la transidentité, c'est-à-dire il va y avoir de l'autre côté une solution à ce que tu ressens, un monde merveilleux, enfin évidemment toujours idéalisé. La culture américaine est aussi une culture artificielle, parce que la théorie du genre, ce qui la caractérise, c'est précisément d'être artificielle, puisqu'elle ne veut pas, elle n'intègre pas la notion corporelle comme cette donnée de base de tout être humain pour devenir un être humain.
je dirais, elle veut elle veut non pas le banaliser, mais le gérer en décrétant que on assignerait à l'enfant un sexe à la naissance, comme si on décrétait quelque chose, et que c'était d'ailleurs arbitraire, qu'on aurait pu se tromper, alors que le sexe de naissance est un sexe qui se constate. C'est une donnée du réel. Et je vais vous expliquer ce qui se passe ensuite après pour l'enfant. Mais je continue pour décrire, je dirais, ce passe-passe, en quelque sorte, que gère la théorie du genre, puisque ça permet à chacun, du coup, d'avoir en quelque sorte le droit de dire « je suis ceci » ou « je suis cela ». J'ajoute que la culture américaine est, du fait de l'incompréhension de ce qui se passe, une société de discrimination. Et j'y insiste parce qu'il n'y a discrimination que s'il n'y a pas compréhension possible de ce qui se passe pour l'autre. Ce qui est le propre de la culture américaine, une culture violente, une société violente, où d'une certaine manière on peut approuver qu'il y ait eu des mouvements militants vis-à-vis de la société américaine, ce qui n'est pas le cas de la culture française, qui a précisément la compréhension que je vais vous expliquer, et où par conséquent il n'y a pas de discrimination sociale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des préjugés, mais ça n'est pas pareil. Ce qui me fait dire que la culture française est en avance, et non pas les 10 ans de retard qu'on impute toujours à la France. Non, elle est en avance. Elle est en avance de plusieurs décennies sur une maturité pour comprendre ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes dont on dit dysphorie de genre? Il se passe un grand désarroi dans l'établissement de leur identité sexuelle. J'insiste sur le terme désarroi pour ne pas dire trouble. Vous verrez dans mon livre, je ne dis pas trouble, parce que trouble, aussitôt, à ce moment-là, oui, vous cataloguez. Non, je dis désarroi, parce que c'est ça qui nous importe. C'est que ces jeunes viennent interpeller pour dire leur désarroi. Et je vous explique schématiquement, brièvement, comment se constitue cette identité sexuelle de chacun. À partir d'un corps donc, dont le sexe est constaté. Ah, c'est un garçon, ah, c'est une fille, à partir du constat corporel, sauf les quelques rarissimes cas d'ambiguïté sexuelle qui ont été signalés tout à l'heure par notre médecin. Donc, il est constaté. Mais reste pour, je dirais, que l'enfant puisse, on pourrait dire, donner son sens à ce corps et donc l'habiter, reste à ce qu'il s'approprie ce qui va permettre, oui, de donner son sens à ce corps, autrement dit, de préférence, le masculin pour le garçon, le féminin dans un corps de fille. Et cela, c'est un processus complexe de la relation familiale, de la relation de l'enfant aux parents, des parents à l'enfant, où le centre de la notion opérante sur le plan psychologique, c'est la notion de l'identification. Je vais encore là y insister. Alors, schématiquement, hein, parce que là, on fait un peu dans le schématisme pour que je vous explique, schématiquement, la question de la relation du garçon à son père, donc aux parents de même sexe, de la fille à sa mère, parce que c'est là que se fait, dans l'identification possible, l'appropriation pour le garçon du côté masculin, pour la fille du côté féminin. Et j'y insiste pour bien montrer que la notion d'identification, là, fonctionne en fonction d'un modèle, qui est un modèle pris, mais qui peut parfaitement être contesté, et les enfants ne se privent pas de le contester, et ils ont bien raison. C'est comme ça qu'ils s'établissent eux-mêmes, ils se définissent, seulement ils ont une référence. Toute l'affaire, vous avez noté dans tout ce que nous avons dit, c'est que maintenant, on s'identifie comme, je m'identifie comme, autrement dit, je me prends comme modèle. C'est toute là, je dirais, ce qui est problématique de cette démarche américanisante
dont je donnerai quelques éléments de l'explication qui me vient par rapport à cela. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, on ne peut plus rien dire. Seulement, le problème, c'est que l'enfant est privé de l'assise d'un modèle qu'il a pu prendre, fût-ce en le contestant, et les adolescents, généralement, ne se privent pas de le contester, et ils ont raison, c'est leur boulot, si je puis dire. Seulement, contester, c'est être contesté contre, c'est avoir un appui. Alors, cette affaire de gender dysphorie, ces jeunes qui viennent dire « je suis de l'autre sexe », c'est une interpellation. Ils viennent nous dire « je ne me sens pas bien dans le sexe que, voilà, dans lequel je suis censé être. Ça ne va pas, je ne me sens pas bien. » Et ça n'est pas une vérité avérée. Vérité avérée, c'est un peu un pléonasme, mais je préfère le pléonasme pour insister. Je ne parviens pas à m'approprier ce corps dont il faut rappeler que c'est pour chacun de nous la part du hasard dans le fait d'avoir débarqué dans la vie. Ça a été XX ou ça a été XY, et là, personne n'y pouvait rien. Personne n'y est pour rien, ni l'enfant, ni les parents. C'est la part du hasard. Mais effectivement, pour vivre, il faut pouvoir s'approprier ce corps et en faire le socle de sa présence dans la vie, donc pouvoir l'animer et lui donner son sens. Et ça n'est pas facile, parce qu'effectivement, il y a là tous les brouillages possibles de la relation, toute la complexité. Mais la culture française sait aborder cette complexité. Nous connaissons cela depuis longtemps. Moi, j'ai commencé ma pratique à une époque où l'hormonothérapie n'existait pas, mais les questions qui se posaient aux jeunes étaient les mêmes. Actuellement, il y a un vent qui leur fait miroiter ce mirage de la transidentité. Alors ils s'en saisissent, parce qu'ils font ce que font tous les jeunes, c'est-à-dire essayer de se saisir de ce qu'on met à leur disposition. Mais je veux dire, ces questions-là ne sont pas de l'époque actuelle. Ce sont des questions existentielles de tout temps. Alors, ça n'empêche qu'il faut prendre cela très au sérieux, bien sûr, et nous le prenons très au sérieux. Parce que ce sont des jeunes qui viennent dire, je vais être un peu schématique, mais enfin, je suis perdu, je suis paumé, ça ne va pas, je ne me sens pas bien. C'est ça qu'il faut entendre. Donc, c'est un petit peu ce qui était déjà évoqué tout à l'heure. Non pas, il y a une vérité de toi qui serait de l'autre sexe, mais il y a un malaise de toi dans l'appropriation de ton sexe. L'enfance et l'adolescence rêvent toujours de l'éventualité d'avoir été de l'autre sexe. Il y a d'ailleurs, je dirais, c'est ce qui fait souvent, d'ailleurs dans les rêveries, mais on le voit de manière très diverse, la rêverie d'avoir été de l'autre sexe. On sait très bien, par exemple dans les journaux, les journaux intimes, des choses comme ça, on retrouve ce genre de choses. On retrouve ça aussi, bien sûr, dans tout ce qui peut concerner les lectures, les romans, etc. J'aurais pu être de l'autre sexe, oui, c'est une éventualité, mais c'est inconditionnel. Et toute l'affaire du transgenre, c'est la manière américaine de faire prendre pour réalité ce qui aurait été une éventualité. Alors évidemment, il y a une contestation qui vient des militants autour de cette histoire du féminin et du masculin, c'est des stéréotypes. Bon. Pour ma part, je respecte beaucoup les contestations des militants. Elles expriment quelque chose d'eux, mais je pense qu'il ne faut pas la cautionner forcément. Il faut bien prendre la mesure du fait que, par exemple, dans cette fameuse contestation sur les stéréotypes, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'une caricature du féminin et du masculin. Et alors on peut caricaturer, et à ce moment-là, évidemment, c'est grotesque, bien sûr. Si les femmes ne peuvent être que des Miss France, etc., et les hommes soulever des haltères de 40 kilos, effectivement, c'est grotesque, bien sûr. Bon. Mais effectivement, toute la question, c'est que le féminin et le masculin pourraient peut-être s'interdéfinir mutuellement, voire même s'enrichir mutuellement, mais je ne vais pas trop sur ce terrain parce que ce terrain est à ce moment-là l'objet d'une vive contestation.
il ne faut pas pour autant le négliger. Mais alors, je vais en venir, si vous voulez, à quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne vais pas détailler le travail psychologique, si vous voulez. Je voudrais juste insister sur un point qui, moi, m'intéresse beaucoup dans ma pratique, même si d'ailleurs cela ne concerne pas seulement ces situations des enfants dont on parle en ce moment, des dysphories de genre, mais parce qu'il faut, je dirais, travailler avec ces enfants et ces adolescents sur cette affaire des identifications qui n'ont pas permis à l'enfant de se ressentir d'évidence un garçon ou d'évidence une fille. Cette évidence d'être un garçon ou d'être une fille n'est pas évidente. C'est une création de la vie psychique qui est en grande partie portée par le travail des identifications de l'enfant aux parents, des parents à l'enfant. Alors, c'est pour cela que un des aspects de ma pratique, je le dis parce que je pense qu'il faut répondre aussi pratiquement quoi faire, si vous voulez. Un des aspects de ma pratique sur ce plan, c'est volontiers, lorsque je travaille avec donc, un enfant ou un adolescent et des parents, de prendre un moment où je demande aux parents, à chacun des parents, de s'adresser à moi, mais bien sûr en présence du jeune, et de me dire ce qu'ils vivaient à l'âge qu'a leur enfant aujourd'hui. C'est souvent très intéressant, très instructif, parce que là, on peut revenir au point fragile de la vie des parents. Au point fragile qu'ils ont, semble-t-il, réussi à surmonter, puisqu'ils sont devenus des parents. Donc, bon, mais ils sont partis de ce point fragile. Et c'est ce point fragile qui m'intéresse, qui m'importe, qui est fécond, je dirais, dans la possibilité pour le jeune d'entendre qu'il y a de la fragilité, et non pas un monde comme ça de gens qui l'opprimeraient et qui auraient décrété qu'il faudrait faire... Bon. Et c'est ce que la culture américaine ne sait pas faire et d'une certaine manière ne veut pas faire. La fragilité, c'est quelque chose qui n'est pas dans la culture des États-Unis. C'est comme ça. Mais je pense que c'est quelque chose d'important pour, je dirais, se resituer dans le fait que tout ne se définit pas par le regard social. Les choses se définissent d'abord dans l'intimité, dans l'intime, et c'est l'intime qui va faire la question, parce que c'est l'intime qui fait, d'une part, la joie de vivre, la joie des rencontres, et la joie notamment de la vie sexuelle future. Bon. Je précise que dans cette affaire, il n'y a, dans le travail que l'on peut faire au plan psychologique, il ne s'agit pas de déterminer quelqu'un qui aurait mal fait, ce n'est pas de la mauvaise volonté de l'enfant, ce n'est pas de l'erreur des parents, c'est une connexion qui a disjoncté, qui dysfonctionne, qu'il faut rétablir, et qu'il faut rétablir déjà pour apaiser cette espèce de posture assez provocatrice finalement des jeunes qui viennent dire je veux changer de sexe. Parce que c'est provocateur. C'est comme provocateur, c'est de dire ce que vous m'avez donné, non, ça ne m'intéresse pas, bon, moi je veux autre chose. Mais il faut entendre cette provocation comme une interrogation, comme une interpellation, comme quelque chose qui est une demande à notre égard, et c'est à nous, parents et adultes, d'avoir une attitude responsable. Le problème, c'est que cette attitude responsable des parents est piégée en ce moment, et ça, nous allons en parler. Je veux juste avant dire un petit peu quelque chose qui concerne l'adolescent, et notamment le fait qu'il s'agit beaucoup de filles qui sont dans cette démarche. Mais je pense qu'on a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure la réponse que je propose à cette question. Pourquoi ce sont des filles ? Parce que la fille, pour établir le féminin en elle, a plus besoin d'une protection que le garçon. Or, le problème de la famille actuelle, c'est que l'on a disqualifié le principe de protection des parents à l'égard des enfants. C'est le grand problème de la famille française actuellement. Pourquoi je dis de la famille française ? C'est parce qu'on a disqualifié le protocole de filiation qui valait en France.
on a plus ou moins singé je dirais les manières américaines en les important en France. Or, les processus, la relation de protection des parents à l'égard de l'enfant ne fonctionne que s'il y a un principe de régulation de la relation. Et le principe de filiation était ce qui effectuait cette régulation dans la culture française, qui a été notablement disqualifié. Aux États-Unis, les choses fonctionnent différemment. Ce principe de filiation n'est pas connu de la même manière aux États-Unis, et c'est le principe juridique qui fonctionne beaucoup aux États-Unis et qui amène ce que l'on peut quand même voir, un petit peu en prenant un peu de recul, comme une aberration complète, qui est que l'on recommande maintenant aux parents de ne pas désigner un sexe à leur enfant de façon à laisser leur enfant choisir. Ce qui est non pas le respect de l'enfant, mais ce qui est le délaissement de l'enfant, parce qu'à ce moment-là, l'enfant est privé d'un appui qu'il pourra intérioriser, qu'il pourra contester, mais qu'il pourra intérioriser. Donc, quelque chose qui fasse une base de ses identifications et donc de sa construction. Voilà, je vais terminer. Je voudrais juste dire 2 mots à propos de l'école. Je sais qu'il va en être longuement question cet après-midi, mais je voudrais dire 2 choses un petit peu latérales par rapport à la question de l'école. Je pense qu'on va dire beaucoup de mal de Jean-Michel Blanquer déjà dans l'après-midi, mais je voudrais juste dire 2 choses par rapport à cela. La première chose, parce que la question aussi est quoi faire. Alors j'ai dit ce que je préconise de faire au niveau du travail, je dirais au niveau d'une famille, mais au niveau collectif, notamment au niveau de l'école, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je voudrais rappeler par rapport à cela que Jean-Michel Blanquer ne fait que suivre, ce n'est pas pour le dédouaner de sa responsabilité, mais enfin il ne fait que suivre ce qui a été fait par les ministres de l'Éducation nationale depuis des décennies. Et notamment, je rappelle que j'étais intervenu, et c'était à l'époque de Xavier Darcos, donc c'était sous la présidence Sarkozy, au niveau de la commission qu'il avait créée sur ces problèmes sociétaux dans l'école, la lutte contre les discriminations, etc. J'étais intervenu, je le précise, mandaté par la Société française de pédopsychiatrie de l'enfant, donc mandaté par tous mes collègues pédopsychiatres. Bon. Pour aller dire quoi à la commission? Pour aller dire, oui, les jeunes sont dans des désarrois, sont dans des malaises. Nous avons créé pour cela les maisons pour adolescents, accueillantes, je dirais, de la manière la plus spontanée qui soit, parfois sans rendez-vous, enfin on s'arrange pour être vraiment disponible pour les jeunes. Ce sont ces coordonnées-là qu'il faut diffuser aux jeunes. Nous n'avons pas été suivis, ni par le ministre, ni par la commission, qui a diffusé aux jeunes les coordonnées d'associations militantes et qui a validé les interventions d'associations militantes dans l'école. Je le dis pour bien préciser que là, on remonte, ça doit faire une quinzaine d'années. Alors, Jean-Michel Blanquer, dont on parlera cet après-midi, ne fait que suivre ce mouvement, mais il faut bien voir qu'il y a quelque chose qui est ancré depuis longtemps dans une importation de la manière américaine, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on part de jugement, et ce sont les militants qui sont intervenus auprès du ministre en disant « si vous laissez ces jeunes aller dans ces lieux d'accueil, les homosexuels vont être discriminés », ce qui est parfaitement faux et même insultant à l'égard des pédopsychiatres que je suis, mais n'empêche que le ministre a adhéré suffisamment à cette position pour prendre les décisions qu'il a prises. Bon, voilà. Donc c'est juste pour resituer cela, c'est le premier point. Et puis je voudrais donner un deuxième point, je dirais, à propos de quelque chose qui concerne un tout petit peu latéralement le sujet, mais qui est, je pense, intéressant, et qui est l'intervention de Jean-Michel Blanquer il y a 2 ans à propos d'une affaire qui s'est située à Nantes. Je pense que c'est assez illustratif d'un certain nombre de choses. Il s'est passé le fait suivant. Une prof ou un prof, je ne sais plus, a changé de sexe au moment de petites vacances scolaires, est revenu et a demandé à être appelé différemment. Protestation des parents d'élèves. Intervention du ministre qui a traité les parents d'élèves de transphobes. Bon. Je précise que moi, je n'ai rien à dire à propos de ce qui concerne les changements de sexe des adultes. Les adultes sont des adultes.
même si je discute un petit peu le fait que la majorité soit à 18 ans pour ce genre de décision, mais passons là-dessus. Donc je ne dis rien par rapport à cela, sauf sur un point, c'est que ce changement de sexe, je dirais, n'interfère pas sur l'enjeu de la filiation, et je le dis d'autant plus qu'il y a une affaire en cours d'un homme qui s'est transformé en femme et qui a demandé à devenir mère non gestatrice de l'enfant. Ça a été accepté par une première cour, mais cassé ensuite. Mais je crois que cela doit revenir en jugement très prochainement. Donc il y a là des choses. Voilà. Donc là, au moins, que l'enjeu de la filiation soit clairement protégé. Mais je reviens à l'intervention de. Oui, alors. Je reviens à l'intervention de Jean-Michel Blanquer. Je pense qu'il a tort. Et je pense que les parents d'élèves doivent tenir bon. On ne discute pas le fait que la prof a changé de sexe. Mais il est parfaitement possible qu'elle soit mutée. On n'a pas à mettre les enfants face aux problématiques des adultes. Les enfants sont en plein tourment de construction de leur identité sexuelle. Là, on leur rajoute une espèce d'évidence, qui est une fausse évidence, qui ne peut être que perturbatrice à leur égard. Donc il est parfaitement facile et possible de gérer les choses. C'est un aspect de ce qui concerne la vie scolaire. Nous allons parler de bien d'autres tout à l'heure, mais je voulais mentionner ce point. Voilà, je m'arrête là. Merci, docteur, pour votre éclairage tout à fait inspirant, avec des mots tout à fait choisis.